Alors, en fait, c'est parti, comme souvent d'un hasard. Il se trouve que j'ai fait une conférence à la Bibliothèque nationale de France sur les complots, le complot dans l'histoire du monde, et qu'on m'avait demandé de faire une conférence sur un complot. Alors, je me demandais quoi faire. Et comme je suis breton, brestois, c'est vrai que j'ai pensé à Poncalec. Et donc, j'ai fait une conférence à la BNF il y a déjà quelques années. Et cette conférence a fonctionné. Et à la fin de la conférence, un éditeur m'a dit, un représentant de Talendier, bah, écoutez, c'est formidable, on va publier votre conférence. Alors moi j'ai dit, pas question, on ne publie pas de l'oral, parce que l'écrit n'est pas l'oral. Donc si on publie ce que je dis, il faudra évidemment que je travaille, c'est-à-dire que j'aille dans les archives et que je recherche. Je savais qu'il existait à Paris, à l'Arsenal. Les archives de l'Arsenal se trouvent donc à la bibliothèque de l'Arsenal. Il existait donc des minutes du procès de Poncalec. Et donc je suis allé à l'Arsenal, et là, chose extraordinaire, je suis tombé sur 5 énormes registres in folio, c'est-à-dire grand format, de 600 pages chacun, c'est-à-dire 600 pages multipliées par 5, 6, ça fait 6 fois 5, 30, 3000 pages. 3000 pages manuscrites qui sont les questions des juges et les réponses des accusés. Deuxième intérêt, en lisant ces registres, de transcription de procès, je me suis rendu compte que le greffier avait pratiquement capturé la parole des accusés. Et ça, c'est très rare en histoire. C'est-à-dire qu'il a pris vraiment les phrases telles qu'elles ont été prononcées à Nantes. Donc finalement, si vous voulez, ce livre, c'est différentes strates de recherche, à la fois une recherche sur les archives, mais aussi une recherche sur la recréation, en quelque sorte, imaginaire, à partir d'un fait réel. Voilà, rapidement résumé, si vous voulez, le projet. La première phrase du livre, c'est « Nous ne connaissons pas le visage du marquis de Poncalec ». C'est-à-dire que, malgré toutes les recherches qu'on pourrait mener, mais enfin, elles ne sont pas terminées, hein, l'histoire n'a pas de fin, il n'y a aucun portrait du marquis de Poncalec. C'est-à-dire que c'est vraiment un inconnu, on n'a pas son visage, ni gravure, ni peinture. Voilà. Donc, puisqu'on ne le connaît pas, puisqu'on ne sait pas à quoi il ressemble, je pense que dans l'imaginaire, le nôtre, hein, du début du XXIe siècle, je pense qu'on a cette image d'un film de 1975, même si ça fait déjà une génération, de Bertrand Tavernier, qui s'appelle « Que la fête commence », que vous avez peut-être vu. Et dans les archives judiciaires que j'ai lues à l'Arsenal, je pourrais vous parler évidemment des sources sur lesquelles je m'appuie, dans ces archives judiciaires, il est question du mitouflet. Et le mitouflet, c'est une invention du marquis, c'est-à-dire une arme un peu bizarre, mélange d'armes paysannes, la fourche, et puis d'armes de gentilhomme, c'est-à-dire un pistolet. Voilà, et donc c'est avec ça qu'il se promène. Et donc on a pensé avec l'éditeur que c'était peut-être un bon moyen d'accroche de mettre une image du film. Et donc, dans ce livre, j'espère y réussir, analyser les relations conflictuelles entre la Bretagne et l'État central au moment de la Régence. Et la Régence, c'est une période passionnante, évidemment. C'est après Louis XIV. Les moments de Régence dans l'histoire de France, c'est toujours, je dirais, des moments mous, entre guillemets, c'est-à-dire où le pouvoir n'est pas incarné, où le roi est un enfant. Et si vous regardez toute l'histoire de France, depuis le XVIe siècle jusqu'à la Révolution, toutes les périodes de Régence sont des périodes de contestation, des périodes de troubles. Et justement, c'est ce moment où la Bretagne règle ses comptes avec la période de Louis XIV. Les Bretons pensent qu'à l'origine, et ils ont raison d'ailleurs, c'était un duché qui était totalement indépendant, qui a été capturé par l'État central, mais une sorte de contrat a été signé en 1532, qu'on appelle le contrat de la reine Anne, signé par François Ier, et ce contrat de 1532 inclut que tout impôt sur les Bretons doit se faire avec l'accord des Bretons. C'est-à-dire que le roi ne peut pas imposer la moindre fiscalité sans discussion, sans dialogue. Or, au temps de Louis XIV notamment, des quantités d'impôts ont été multipliées, en Bretagne et ailleurs d'ailleurs, et sans aucune demande d'adhésion des Bretons. Et donc, vous voyez, du côté des nobles, ils trouvent ça absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'on a court-circuité ce qui est l'essence même de la relation entre la noblesse et le roi, c'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire l'échange. Et c'est pour ça l'alliance avec l'Espagne, parce que Philippe V, c'est le petit-fils de Louis XIV. Donc pour des Bretons, dans leur tête, il était plus légitime de s'approcher du petit-fils de Louis XIV que d'être gouverné par le régent. Et donc pour un noble qui est dans cet imaginaire où le sang est essentiel, après tout un noble verse son sang sur le champ de bataille pour le roi,
Et c'est le cas de Pontcallec d'ailleurs qui a fait la guerre. Il est encore dans les chevaliers du Moyen-Âge, au temps de Du Guesclin, au temps de ses ancêtres qui étaient une grande famille des guerres et qui offraient son sang au duc de Bretagne et au roi de France. Et donc c'est un peu dans cette logique qui se situe, une logique vraiment encore féodale. Hein. Et d'ailleurs il a un château féodal dans la forêt, avec des douves, avec des ponts-levis, avec des gardes, enfin voilà, il vit dans un monde qui n'est pas le monde des Lumières. C'est vraiment, justement, j'espère, là je pense que c'est un chapitre original, puisque j'ai reconstitué un petit peu l'univers à la fois intellectuel, mental, seigneurial aussi, donc d'un noble de base, hein, et on s'aperçoit qu'il était assez savant, hein, et que donc, alors que les Français disent que les nobles bretons c'est vraiment des gens, des ploucs, quoi, bah, pas du tout, c'est pas du tout des ploucs, c'est des gens extrêmement cultivés, et d'ailleurs Pontcallec est féru de droit, il fait des enquêtes juridiques pour réclamer ses droits féodaux, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement au courant de ces armes légales qui lui permettent d'être un seigneur, quoi. Oui, alors pour qu'il y ait des décapitations, il faut un crime, et oui. Effectivement il y a... Eh ben, c'est un crime maximum, le crime de lèse-majesté. Et le crime de lèse-majesté, dans la pyramide des délits, c'est le sommet, c'est-à-dire on a osé léser la souveraineté du roi. Bah, la révolte, c'est, comment dire, refus de l'impôt, demande d'aide que les paysans se révoltent. Il voulait à la limite que la Bretagne tout entière se révolte contre l'État central. C'était ça. Mais ça n'a pas été suivi. Donc c'est pour ça que je suis très gêné pour vous dire c'est quoi cette révolte, parce que c'est pas grand-chose. C'est des chevauchés, c'est un peu des discussions enfumées, alcoolisées autour d'une république utopique de la Bretagne, si vous voulez. Mais tout ça, c'est un peu fumeux. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas fumeux, c'est la répression. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Ouais, c'est un peu des pieds nickelés quand même, non bah, ça un peu, oui. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu le procès. Je pense que la révolte serait terminée en eau de boudin, quoi, parce que l'Espagnol serait reparti, et puis bon, bah voilà, c'est un peu, voilà, Don Quichotte, quoi. Mais ça se termine très pitoyablement. Pontcallec doit fuir, il est déguisé en paysan, il fuit de paroisse en paroisse, il est finalement recueilli par le curé de Lignol, qui est la paroisse à côté de Pontcallec, il est dénoncé, il est arrêté, voilà. Et on lui promet d'ailleurs la grâce, on lui dit « tu vas nous dire tout ce que tu as fait, et le régent va te pardonner ». Il croit ça. Et donc, c'est pour ça qu'il raconte plein de choses au moment du procès. Parce qu'il croit que plus il va en dire, plus on va le pardonner. Et c'est le contraire de ce qui se passe. Alors, vu du côté de Paris, évidemment, c'est grave, quoi, parce que ça rappelle la Ligue, ça rappelle les Espagnols, la pointe des Espagnols, on n'est pas très loin. Ça rappelle donc, vous voyez, une vieille histoire du temps des guerres de religion. Alors, même si c'est pas possible, parce qu'au temps de la Régence, c'est pas possible que la Ligue se rejoue, du côté de l'État royal, on a pris ça très au sérieux. Alors que du côté de la Bretagne, c'est un peu une révolte un peu utopique menée par 30 personnes, en gros, hein, parce que je reconstitue la réalité. On en a arrêté 150, c'est-à-dire qu'on en a arrêté beaucoup trop. Donc les prisons sont pleines, on les vide très vite d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit que ces gens-là n'ont rien à dire, qu'ils n'ont rien fait. D'ailleurs, aucune goutte de sang n'a été versée, hein, dans cette révolte. Il y a bien 4 décapitations, mais aucun... ils n'ont tué personne. Et donc on a fait venir spécialement des juges de Paris, même le Parlement de Rennes a été dépossédé de son droit naturel de justice, et donc on a remis en scène à Nantes, la ville de la duchesse Anne, le grand jeu théâtral du crime d'État. D'abord c'est la troupe, on envoie des centaines de soldats, il y a une justice qui se déplace, une dizaine de juges, tous les curés dans les paroisses. Le curé fonctionne un peu comme le journal local, ou national en quelque sorte. Le curé, dans les paroisses, annonce l'arrivée du tribunal, demande qu'on dénonce tout ce qu'on sait, qu'on aille dénoncer les petits copains qui ont participé à la conspiration. Et je pense que c'est le régent qui a ordonné qu'il y ait des exécutions capitales. Je pense que le jeu était fait. C'est un procès truqué. Il n'y a pas eu de défense, que des accusations. Et à la limite, les juges étaient contents de s'apercevoir que Pontcallec, c'était un petit tyran local, quoi. Les archives seigneuriales que j'ai retrouvées montrent un vrai marquis, mais qui est terrible, qui est un petit tyran breton, si vous voulez, un seigneur qui exploite vraiment ses paysans, qui les méprise. Et c'est d'autant plus intéressant de voir le contraste, d'ailleurs,
qu'on va trouver dans les chansons, c'est-à-dire les Guerciou, où là le marquis devient une espèce d'ange. D'abord il a 20 ans, alors que dans la réalité il en a 40, et ça devient une espèce d'ange protecteur des braves Bretons, alors que dans la réalité il les bat à coups de bâton, il est pressure de droit, il les enferme, il a une prison, enfin c'est vraiment la caricature du noble. Un des confesseurs des condamnés a écrit un récit manuscrit destiné à la veuve d'un des condamnés, et c'est un manuscrit très très long qui détaille l'exécution. Et c'est terrible parce qu'il donne tous les détails, le sang gicle sur la soutane, enfin le bourreau se met à plusieurs reprises pour essayer de décapiter, c'est terrible. Hein. La doloire, c'est la petite hache des tonneliers, donc ça fait très très mal, et on met du temps à détacher la tête du corps, enfin bon, il y a plein... On lui met la doloire sur le cou et on tape à la main. Oui, c'est ça, enfin, c'est plein de... Enfin, voilà. Alors on décrit tout ça, et ce qui est très intéressant, enfin, si je puis dire, c'est que le Capucin, qui fait le récit, fait un récit qui est une sorte de duplication de la Passion du Christ, si vous voulez. C'est-à-dire que l'exécution de Pontcallec devient une espèce de passion de Golgotha. Et ce récit a été véhiculé dans les châteaux, notamment bretons, et je pense que là, l'imaginaire a commencé à travailler. C'est-à-dire qu'on n'a plus vu le vrai Pontcallec, on a vu que cette espèce de héros, finalement, mystique, qui devient vraiment christique, quoi. Et à partir de là, des histoires bretonnes se sont mises en place. En breton, d'ailleurs, j'en ai retrouvé une formidable qui montre que Pontcallec, c'est un véritable héros. Alexandre Dumas s'est emparé de l'affaire en écrivant un roman magnifique qui s'appelle La fille du régent, que vous pouvez d'ailleurs acheter, il est en livre de poche, et qui est très intéressant, et qui a inspiré d'ailleurs Bertrand Tavernier pour faire son film. Et donc je savais qu'il y avait cette mémoire longue du marquis. Et il se trouve que j'étais en communication avec une jeune chercheuse qui s'appelle Eva Guillorel, qui travaille sur les Guerciou. Les Guerciou, c'est justement toute cette littérature populaire, rurale, transmise de bouche à oreille, de génération en génération, et jusqu'à une période récente. Hein. Et donc, j'ai rencontré Eva Guillorel, et donc, avec elle, on a décidé, et ça a été formidable, d'accompagner le livre. Alors, je le sors ici, et ça, c'est une première, d'un CD. Il y a 16 versions, si vous voulez. 16 versions de la complainte de Pontcallec, et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'édition, qu'un CD est consacré à une tradition orale. En plus, je précise que Gilles Servat, et ça c'est un scoop, vous connaissez Gilles Servat, il a accepté pour le livre spécialement de proposer une version a cappella de la complainte de Pontcallec. Merci. En tout cas, merci. Oui.